Bonsoir à tous. Désolé pour le petit retard, problème, souci un peu technique de connexion, mais tout est résolu. Alors, on est vraiment heureux de vous accueillir ce soir pour le premier live Facebook d'Arlon 2030, dans le cadre évidemment des élections communales à venir, mais aussi dans le cadre d'une réflexion qu'on fait sur un programme politique pour ces élections. Et donc, on a la chance ici d'avoir avec nous ce soir Vincent Manus pour Metz d'Arlon, qui va se faire un plaisir de répondre à vos questions. On va nous faire du mieux qu'on peut, en espérant répondre à un maximum d'entre elles, et ne pas faire trop d'erreurs, de ne pas dire trop de bêtises. En tout cas, on va essayer de faire ça très relax avec vous ce soir. On a reçu pas mal de questions par le web. Et on vous remercie vraiment pour ça. On en a reçu plusieurs dizaines, qu'on a regroupées un peu et qu'on va citer nommément chacune d'entre elles. Donc moi, pour ma part, donc, je suis Mathieu Saint-Lé, je suis le chef de groupe Arlon 2030 au conseil communal. Je vais essayer de faciliter les questions pour Vincent et les réponses aussi avec Vincent. Et donc ici ce soir, on a plusieurs membres de l'équipe de Choc avec nous. Nous sommes chez Paul Foggen qui nous accueille ce soir et donc la belle bibliothèque qui est derrière, c'est à lui. Nous avons Amalia Turban qui surveille attentivement le chat, notre président Raphaël Gigi qui surveille le chat également et nous avons Stéphane Jean qui nous aide au web et aux médias avec Paul. Voilà, donc vous voyez que derrière l'écran, il y a beaucoup de monde ici ce soir. Et donc, on est super content de vous accueillir. On va commencer directement on va rentrer dans le vif du sujet, Vincent. Hein, donc, On peut y aller, Mathieu, on est prêt. Hein. Je pense que tu es prêt. Alors, on va commencer par une question. On a eu pas mal de questions sur l'espace Léopold. Et donc, ça tombe bien parce qu'il y a eu pas mal de communication ces derniers temps. On a une première question de Pierre qui a plusieurs questions en une. Est-ce que les travaux de la place parking Léopold seront finalisés dans les temps, monsieur le bourgmestre? Est-ce que surtout le budget sera respecté? Et alors on a une petite question en plus d'une autre personne qui demande quoi pour les marchés? Quand vont-ils revenir et quand allons-nous refaire notre marché sur la place Léopold? Alors, Vincent. oui, je suis évidemment, Mathieu, très content de répondre comme première question à une question sur l'espace, sur le parc Léopold. Ça fait quand même des années qu'on est en route avec ce dossier. On l'était déjà dans la précédente législature. Et puis, ceux qui étaient bourgmestres avant moi, on avait déjà parlé aussi. Et puis, on voulait d'abord faire ça. Il y avait d'ailleurs un permis qui avait été donné pour faire ça en dessous du parc, mais ça aurait été dommage de mettre notre beau parc qui est à côté de l'espace Léopold, eh bien, en l'air pour simplement y faire notre parking. Donc, on a vraiment voulu refaire ça de manière plus logique sur un espace rectangulaire pour simplement, quels étaient les objectifs, Mathieu? Ben, c'était de faire en sorte que on ait moins de voitures visibles. Et où est-ce qu'on met les voitures? Si on n'en veut plus à cet endroit-là, ben, on les met en dessous. On fait donc 2 étages de parking. On aura donc environ 200 places pour les voitures. Et on aura quelques dizaines de places pour des vélos. Et je crois qu'on en parlera par la suite. Oui, donc c'est très bien parce que tu fais le parallèle. On a une question aussi dans la même veine. Oui. Est-ce qu'on pourra protéger son vélo? Alors, on a effectivement prévu 2 endroits pour les vélos. Un endroit l'on pourra protéger. Il y aura une carte avec laquelle on entrera, je dirais, dans cet espace vélo et on ne pourra y rentrer évidemment que si on a payé une petite rémunération pour mettre son vélo de manière sécurisée. Et puis on aura un autre endroit pour les vélos qui ne seront pas sécurisés et pour quelqu'un qui a envie de déposer son vélo là au lieu de le déposer ailleurs. Donc, mais j'ai pas encore répondu tout à fait, Mathieu, me semble-t-il, à ta question financière. Merci, monsieur Cavache. À ta question financière, qui était de savoir si on avait respecté les budgets. Voilà. Donc, je rappelle simplement le budget total de l'espace Léopold. On était entre 16 et 17 millions. Alors, comme un peu partout ces dernières années, et ceux qui nous suivent en direct le savent, s'ils ont fait quelques travaux chez eux ou s'ils ont construit, eh bien, on a eu cette révision des prix qui a été particulièrement violente et importante ces 2 dernières années.
avec le Covid d'abord, avec le conflit en Ukraine ensuite, avec des prix de l'énergie qui ont explosé, des prix des matières premières qui ont explosé, eh bien, nos travaux sur l'espace Léopold n'ont pas évidemment échappé à cette règle. Mais je crois qu'on s'en sort bien. J'ai dit depuis déjà quelques mois maintenant que l'augmentation allait être entre 15 et 20%. Et pour préparer cette réunion, j'ai regardé un peu le dernier état d'avancement. On est exactement à une augmentation de révision de prix de 17,5%. Donc c'est vrai que ça fait des sommes compte tenu de la somme de départ que je viens de donner. Et puis on aura, ben, comme toujours, lorsque on fait des travaux, que ce soit au niveau communal ou à mon avis aussi chez les particuliers, l'un ou l'autre avenant. Entre autres, il y en a un qui sera peut-être un peu plus important, qui est un extracteur de fumée. Entre le moment où on a rentré le permis et le moment où on fait notre parking, il y a une réglementation qui a évolué, qui veut qu'on extrait les fumées. C'est en cas d'incendie, donc ça n'arrivera pas, j'espère, tous les ans. Eh bien, là, on a besoin d'un extracteur plus fort. Qui dit extracteur plus fort dit évidemment prix en augmentation. Qui dit également électricité ou puissance énergétique qui doit aller de pair. Et donc, ça sont des petites augmentations qu'on va avoir. Mais je crois qu'avec Kamal Mitri, les chemins des travaux et moi-même, toutes les semaines, on va aux réunions de chantier, on surveille le chantier, on accélère à chaque fois que l'on peut les différentes procédures qui sont en cours et on lutte aussi pour ne pas avoir d'augmentation qui sont disproportionnées par rapport au projet. Et je pense que le suivi de chantier, enfin, je voulais juste rajouter deux, trois points, c'est que Oui, Mathieu, vas-y. en tout cas, on entend que le suivi de chantier par l'entreprise est vraiment très bien mené. Il y a beaucoup de commentaires en ce sens-là. Tu as parlé du montant de base de 17 millions d'euros. Ici, il ne faut pas oublier de surtout souligner, parce que je pense que c'est la première fois qu'Arlon obtient autant pour un projet, c'est le montant des subsides. Donc on a eu de l'Europe 4 millions d'euros de subsides et on a 2 millions d'euros en plus qui se rajoutent de la région Wallonne. Donc en gros, on a à peu près 6 millions d'euros subsidiés pour le projet. Et c'est, je pense qu'on ne peut pas se tromper en disant que c'est la première fois qu'Arlon a autant de subsides européens été éligibles pour les fonds FEDER. Donc il y a déjà, c'est la première fois que ça arrive à ce niveau-là. Oui, on a la possibilité d'obtenir, comme tu le dis, des fonds européens. On a des fonds de l'opération de revitalisation urbaine. Ça, c'est parce qu'on a eu un bâtiment privé qui s'est construit à côté du parking avec le bâtiment qui a été construit par Thomas Epiron. Et on a également des subsides en matière de rénovation urbaine. Donc ça, c'est évidemment des choses tout à fait positives. Et puis, il ne faut jamais oublier, lorsqu'on parle sous au niveau du parking, qu'un parking, ça rapporte aussi des sous. Hein, et donc, c'est très important. Il y a des sociétés dans le privé qui sont même cotées en bourse, qui, elles, créent, construisent de nouveaux parkings et en tirent un bénéfice. Alors nous, notre objectif a toujours été de rendre ce parking disponible pour la majorité de nos citoyens, de nos citoyennes. On sait que le parking à Arlon n'est pas cher. Hein, et donc, on va continuer à être dans des prix tout à fait raisonnables pour notre parking Léopold. L'objectif pour nous, c'est pas de faire du bénéfice, c'est d'attirer du monde au centre-ville. Et je crois qu'on se bat pour ça depuis des années. Et ceci est en tout cas la preuve ou un des éléments qui participent à ça. Il y a d'ailleurs une question aussi qui est posée par un citoyen qui nous dit mais comment est-ce que vous allez faire pour dynamiser le commerce au centre-ville? Voilà. Ben, ceci est évidemment un des éléments majeurs de notre politique de redynamisation du centre-ville. Avant de passer à la question sur le centre-ville, vu que c'est dans la suivante, quelque chose qui est sans doute intéressant à souligner, c'est que on est, en faisant ici un projet de parking sous la place, je rappelle que le parking sous la place, c'est pas le but du projet. Le but du projet, c'est avoir une place piétonne pour les nombreuses animations qui auront lieu dans la ville d'Arlon. Et on a déjà, avant le projet de l'espace Léopold, on était à une centaine de manifestations sur une année sur cette place, en comptant les marchés. Donc ici, on aura des manifestations qui ne vont pas impacter le parking en centre-ville. Donc c'est un projet qui va permettre de faire les deux. Mais ici, ce qui était important aussi peut-être à souligner, c'est qu'on est aujourd'hui à la ville d'Arlon propriétaire de la politique de stationnement tarifaire.
beaucoup de villes ne le sont pas. À Arlon, on l'est. Et donc, c'est important de le dire. Donc, c'est la ville d'Arlon qui pourra elle-même décider de ses tarifs et les faire les plus attractifs possibles. Oui, tu as raison de souligner ce point-là. Un bourgmestre d'une grande ville wallonne me disait, mais je comprends pas pourquoi tu n'as pas sous-traité ton parking et c'était pas toi qui devais le payer. Sans doute, et il a raison, mais ça n'a pas été la politique que nous avons adoptée depuis quelques années. Rappelons-nous que nous avions une société qui gérait l'ensemble des parkings sur la commune d'Arlon. Nous avons voulu mettre fin à ce contrat que nous avions avec eux pour être libérés. Voilà. D'abord parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent qui rentrait et on n'était pas maître de notre politique en matière de parking. Maintenant, c'est nous qui gérons ça. Rappelons aussi que le niveau -1 de ce parking n'est pas enterré et donc on va pouvoir avoir une luminosité naturelle qui viendra dans notre parking, qu'on espère aussi pouvoir y faire quelques manifestations, je dirais événementielles, culturelles, et que ce parking sera une attraction véritablement importante du centre-ville. Je sais qu'il y a déjà certains de nos citoyens qui ont été le visiter, et ceux qui ne l'auront pas encore fait pourront le faire d'ici quelques semaines et verront qu'il a quand même une particularité avec ses colonnes apparentes qui lui donnent véritablement une place, je dirais, exceptionnelle par rapport à tous les parkings que moi je connais. OK. Donc ça, c'est pour l'aspect, les réponses sur les travaux Espace Léopold. On va bifurquer maintenant sur la question parallèle sur que proposez-vous pour faire revenir les commerces dans le centre-ville? On a vu ces derniers temps qu'il y avait quelques mauvaises nouvelles de fermeture. Il y a aussi eu des réouvertures ou des personnes qui partaient à la retraite bien méritées. Donc, effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent aussi dans les questions qu'on a reçues pour ce soir. Et donc, l'un est un peu lié aussi à l'autre, mais pas que. Il y a d'autres choses qu'on peut rajouter. Donc, Vincent, c'est surtout cette question sur l'évolution, le commerce au centre-ville. Alors, le commerce au centre-ville, ça fait partie de notre préoccupation depuis 12 ans. C'est évidemment difficile un peu partout. J'ai même pas envie de dire en Wallonie, j'ai même pas envie de dire en Belgique, mais pas un peu partout en Europe. Les centres-villes ont des difficultés. On sait que les jeunes, et ceci n'est évidemment pas un reproche, achètent de plus en plus sur Internet. On va pas citer ici des marques que tout le monde connaît, et donc c'est évidemment des choses qu'on n'achète plus quand on vient au centre-ville, que ce soit au niveau habillement, que ce soit au niveau de tout ce qu'on peut acheter, en dehors d'une seule chose, l'horeca. Hein, si on veut aller manger ou boire un verre avec des copains, eh bien, il n'y a rien de tel quand même que un horeca pour pouvoir s'y sustenter de manière correcte. Et donc, ça fait partie de tout un ensemble de réflexions. Nous travaillons avec l'association commerciale, la SIA. Nous travaillons avec la gestion centre-ville pour essayer de dynamiser le centre-ville. Alors, il y a des commerces qui ferment. D'accord, Mathieu, mais je m'excuse quand la maison Serra, que je connais depuis que je suis gamin, ferme, que je vois Marina enfin, je ne vais pas citer son âge parce que ce ne serait pas très élégant de ma part vis-à-vis d'elle, mais je crois qu'elle a aussi, et les frères, Marc et Claude, ils ont aussi le droit d'arrêter de travailler à un certain moment quand on atteint 65 ans et on ne peut pas leur en faire le reproche. Je vois une dame de la Brindille, que je connais également fort bien, elle a également un âge qui lui permet en tout cas d'arrêter de travailler. Et donc, on ne doit pas mettre toutes les cessations de commerce dans le même bain. Il faut pouvoir un peu faire la part des choses. Alors, au niveau du centre-ville, il y a des commerces peut-être qui ont fermé, mais il y en a aussi qui ont ouvert. Dernièrement, on était encore à l'ouverture d'un nouveau café. Je parle de l'Horeca et je crois que c'est une bonne chose. La ville elle-même a acheté un espace commercial, on l'appelle le Blocaire parce que le Blocaire était dedans, c'est le numéro 51 dans la Grande Rue. On va y faire un espace commercial, la ville, un espace commercial au rez-de-chaussée, 2 appartements au-dessus et 6 appartements à l'arrière, à la rue de l'Esplanade. Pourquoi? Parce qu'on veut faire revenir
des citoyens au centre-ville, et ça me paraît fondamental. En face de l'hôtel de ville, il y a une place où nous avons pu racheter l'ensemble des parkings. C'est un endroit pour l'instant qui sert de parking, mais à l'avenir, nous voulons aussi ramener à ce niveau-là des citoyens au centre-ville, et je crois que c'est important. Donc, la politique de développement du commerce de centre-ville est fondamentale pour nous. On aide encore aussi nos commerçants avec les chèques commerce. Oui. Tu sais que quand tu vas au container, eh bien, tu peux remplir une carte et puis tu peux venir rechercher aussi des sacs poubelles au centre-ville. Et donc, tout ça participe au dynamisme et je suis certain, en ce qui me concerne, que lorsque l'espace Léopold sera reconstruit, eh bien, ça va être une attractivité supplémentaire pour nos commerçants et ils le mériteront bien. Et on leur dira d'ailleurs merci de l'une ou de l'autre manière d'avoir attendu et de nous avoir aussi d'avoir supporté cette situation, de nous avoir encouragés pendant toutes ces longues années. Voilà, c'est ça. Et donc, ici, il y a peut-être une chose qu'on pouvait rajouter, c'est sur les primes CréaShop. Oui, On a les primes à la création de commerce qui ont été installées par la ville d'Arlon, mais aussi les aides au niveau de la région Wallonne. Donc, il y a les deux ensemble avec des jurys de sélection, il y en a eu quand même quelques-unes qui ont été... donc CréaShop, ça c'est le système qui a été mis en place par la région Wallonne, effectivement. C'est un montant de 6 000 € maximum avec un pourcentage qui dépend des investissements qui ont été réalisés et c'est 6 000 € maximum. Parallèlement à ça, il y a également la prime communale, celle-là elle est de 3 000 €. Et puis il y a également une prime provinciale, c'est-à-dire que celui qui s'installe peut effectivement bénéficier de subsides d'environ 10 000 € pour se lancer. Pour ça, il faut qu'il ait investi environ entre 15 et 20 000 € au total. Mais ça me paraît, merci d'ailleurs de le rajouter, ça me paraît particulièrement important. Et toutes les villes n'ont pas adhéré à ce système-là, mais je crois que c'est quelque chose de particulièrement favorable. Là, il y a une chose où peut-être que je voulais juste rajouter par rapport à ça, c'est le montant de certains loyers au centre-ville qui est un problème. Et là, malheureusement, on ne sait pas beaucoup agir. Parfois, on peut se dire que les loyers sont parfois très élevés par rapport à des commerces qui restent vides très longtemps. C'est une question aussi à se poser d'un point de vue général. Et ce qui est souvent dit aussi par plusieurs commerçants, c'est effectivement ce besoin très impactant de parking. Et donc ça, c'est quelque chose qui est bien pris en compte. Et on sait que pour le moment, il y a plusieurs projets et que les travaux faisant qu'il y a des choses qui c'est un peu plus difficile par moment, mais c'est bien la volonté d'avoir aussi des parkings plus facilement accessibles près des commerces. C'est une porte d'entrée importante pour le commerce aussi dans le centre-ville. Et ça, je pense qu'on en est tous bien conscients. Et c'est d'ailleurs une demande de la gestion centre-ville et de l'association commerciale de dire ne nous supprimez pas trop d'emplacements de parking. On a parfois des terrasses qui veulent s'installer sur des emplacements de parking. Eh bien, on préfère avoir un bénéfice en maintenant les parkings pour l'ensemble du monde commercial que pour une ou deux personnes qui ont envie d'étendre leur terrasse. Ça nous semble également important, mais avec ce nouvel espace Léopold, eh bien, je crois qu'on va répondre à toutes ces critiques et qu'on va véritablement là avoir un pôle de parking intéressant. Et l'objectif, c'est évidemment que les voitures circulent moins. Voilà. L'objectif, c'est bien ça. Moins de parking en surface, moins de voitures en surface, moins de voitures qui circulent dans notre centre-ville. Les gens s'arrêteront là et puis iront faire leurs courses, j'espère, leurs emplettes à pied. Ceux qui veulent aussi venir à vélo sont évidemment les bienvenus. Nous avons, et on en a parlé, des emplacements pour les vélos. On a aussi des emplacements pour les vélos électriques dans notre parking. On aura des prises pour ceux qui veulent recharger. Donc, ce sera également une manière de dire aux gens, venez à vélo électrique également. Voilà, c'est ça. Et alors, pour vraiment terminer sur l'espace Léopold, ce qu'on peut vraiment dire, c'est que l'idée de base, et c'est ce que l'architecte qui est venu plusieurs fois au conseil communal est venu nous présenter, l'architecte Ebeling de Bruxelles, qui est un architecte vraiment de renom. Et lui, il voulait vraiment mettre en avant dans cette place, c'était l'architecture qu'il y avait tout autour de la place. Et le fait de retirer les voitures de la place, le fait de mettre en avant les magnifiques façades qu'il y a tout autour de cette place, donc, dans les cafés qui sont dans le pourtour, dans le palais provincial, dans l'ancien palais de justice, ça va réellement recréer cette vision de patrimoine dans le centre-ville d'Arlon.
Et aussi, ça va créer une place beaucoup plus grande qu'avant. Donc, c'est ça qu'il expliquait, qu'on gagne 25-30% de place piétonne par rapport à ce qui existait avant. Donc, c'est toutes des choses qui vont aider justement au niveau patrimoine culturel et dynamisation au centre-ville. C'est ce qu'on croit tous, en tout cas, euh, personnellement. Tu as raison, et en plus de ça, ben voilà, on a même mis des capteurs de pollution aux endroits, aux entrées de ville, parce que ce que nous souhaitons, c'est que les voitures tournent moins pour trouver Voilà. une place de parking. Elles sont directement à l'endroit où elles doivent être, et de là, elles peuvent rayonner à gauche et à droite. Je voudrais aussi dire, mais tu sais, si tu me fais parler du parking, moi je peux tenir toute la soirée là-dessus. On Hein. va passer à autre chose. Et on va passer à autre On va chose. passer à autre chose. Parce qu'on a aussi un aspect culturel quand même dans notre parking. Voilà. Depuis le début, on souhaitait que ce parking soit un lieu d'attraction. Alors, attraction pour nos commerces, on vient d'en parler, mais également attraction pour nos musées, pour les espaces culturels. Et donc, depuis le bas du parking jusqu'en haut, nous avons mis des petites clochettes dans lesquelles nous aurons des panneaux qui expliqueront l'évolution de notre ville d'Arlon. Hein, depuis la période évidemment gallo-romaine que nous connaissons tous, mais aussi sur toutes ces années où Arlon a grandi évidemment pour devenir la ville qu'elle est aujourd'hui. Et donc le citoyen qui ira garer sa voiture, non seulement il sera content d'y trouver un espace pour garer sa voiture à un prix abordable, j'insiste encore une fois là-dessus, mais il pourra également, s'il le souhaite, participer ou voir un peu quelle est l'évolution historique de sa ville, et s'il le souhaite, parce que c'est ça l'objectif, ben que les touristes qui viennent, et même les Arlonnais qui viennent, aient envie d'en savoir un peu plus, aillent à quelques pas de là, à la rue des Martyrs, au musée archéologique ou au musée Gaspard, ou à une manifestation qui se déroulera au Palais, pour en savoir un peu plus sur l'histoire de sa ville. Voilà. Et donc, on peut aussi dire que si on arrive en finale du prochain tournoi de football, on pourra accueillir encore plus de monde que la dernière fois. Ça, c'est également, évidemment, une belle vision des choses. On espère évidemment que nos amis belges vont aller très loin et qu'on pourra bénéficier de cette place. Je te rappelle que, simplement pour la petite histoire, la fois où on a eu le plus de monde sur la place Léopold, c'était lors d'un fameux match malheureusement perdu, Oui. de la Belgique contre la France. Voilà. Et donc, Non, on va pas rappeler ça. on va pas passer rappeler directement ça. à autre chose. Voilà. On peut effectivement passer à autre chose. On va- Mais donc là, on avait quand même 5000 personnes sur la place Léopold. Bon, donc, on verra si on sait faire mieux. Voilà. Alors, on va passer à autre chose. On va passer à un autre sujet. Bon, ici, voilà, on a pris une vingtaine de minutes sur l'espace Léopold. Le sujet est clôturé. On a un sujet plus grave qui nous est proposé. Diverses questions, mais je vais en reprendre une je pense, qui ramasse assez bien le sujet. C'est sur la sécurité, notamment en centre-ville. Alors, c'est une question de Henri qui habite, je suppose, au centre-ville d'Arlon. Il dit: beaucoup d'habitants à Arlon, principalement les jeunes et des femmes, ressentent un sentiment d'insécurité dans les rues dès que la nuit tombe ou lorsque les journées raccourcissent en hiver. Quelles mesures la ville met-elle en place pour garantir un sentiment de sécurité à ses habitants? Y a-t-il une collaboration spécifique à cela avec la police? Des enquêtes sont-elles menées auprès des personnes concernées pour comprendre les causes, telles qu'un éclairage insuffisant ou un manque de surveillance? C'est une hypothèse. Et une identification des zones à risque est-elle possible pour trouver des solutions adaptées à chacune et à chacun? Alors ça, je pense que c'est très bien expliqué ce que on a aussi reçu comme réaction sur ce sentiment parfois d'insécurité, notamment au centre-ville. Et donc voilà, on peut faire un peu un point là-dessus parce que je pense que c'est très important d'aborder la question. C'est un problème fondamental. Hein, je crois que dans la pyramide des souhaits des gens, la base même, c'est la sécurité et le sentiment de sécurité. Parce que même si on ne peut pas dire qu'il y a plus de violence à Arlon qu'ailleurs, c'est le sentiment que les gens ressentent. Et ça m'est souvent rapporté. Alors, ce sentiment d'insécurité, on peut tout à fait le comprendre et on peut non seulement le comprendre, mais aussi le partager. Je voudrais quand même dire que c'est un sentiment souvent partagé aussi par les membres du conseil de police, où on fait part de ce sentiment à nos policiers et à notre nouveau responsable de la police locale communale Marchal,
et dire attention, il faut véritablement faire attention à ça. Donc, il faut très bien être conscient que ce soit la police, les autorités communales, l'ensemble des membres du conseil de police, on est sensibilisé évidemment à la problématique. Et donc, régulièrement, avec les forces de police, on réfléchit à cela et on reçoit aussi des citoyens qui se plaignent, des syndics d'immeubles qui rouspètent, et on doit encore recevoir d'ailleurs dans quelques jours un syndic d'immeubles qui gère deux immeubles avec des copropriétaires, pardon, pour essayer de déterminer comment on peut lutter contre ça. Alors, cette lutte n'est pas évidente, hein, parce que on a malheureusement un phénomène de drogue également à Arlon, où on a des jeunes de plus en plus jeunes, non seulement qui consomment, Mathieu, mais qui dealent aussi. Ah ouais. Et donc, aujourd'hui, la seule manière de résoudre ce problème-là, c'est la présence de policiers en rue. C'est la seule chose qui va faire peur à ces dealers, euh, parce que le reste, qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a mis des caméras. Je rappelle que certains, au sein du conseil communal, n'étaient pas trop pour ces caméras. On a mis des caméras. On a également essayé de réglementer, je dis bien de réglementer, la mendicité. On sait que c'est de plus en plus difficile de réglementer cette mendicité. La mendicité n'est pas interdite à Arlon, j'insiste bien là-dessus, mais on avait essayé de la réglementer. On a dû revenir un petit peu en arrière suite à des décisions jurisprudentielles européennes, mais ça donne aussi parfois un sentiment d'insécurité. Sur quoi nous voulions lutter, c'était contre un réseau un réseau qui n'était pas un réseau belge, qui venait amener des gens dont c'était l'activité professionnelle d'être mendiant, et on a pu voir que grâce à ça, en tout cas, ce réseau n'est plus présent à Arlon. Par contre, nous sommes particulièrement généreux, il faut le dire, en matière sociale, hein, et il est évident que de temps en temps, et je le répète souvent, on a un abri de nuit. Cet abri de nuit, on est le seul en province de Luxembourg. Eh bien, ça crée évidemment un appel pour la population la moins heureuse, je dirais, dans notre province de Luxembourg. Et c'est également à nous qui les avons pendant la nuit de résoudre également le problème de la journée. Je crois que c'est un problème très important. C'est un sujet, en tout cas, qui me préoccupe beaucoup et qui nous préoccupe beaucoup et auquel nous allons devoir, dans les années qui viennent, trouver une solution qui soit acceptable humainement par tout le monde et qui puisse en tout cas faire en sorte que les gens retrouvent ce sentiment en tout cas de sécurité. Encore une fois, la présence des policiers dans la grande rue ou ailleurs est en tout cas un élément prépondérant dans la résolution de cette problématique. Voilà. Et alors, ce que je pouvais, on a eu lors de la prise de fonction du nouveau chef de corps de la police d'Arlon, une présentation de plan zonal de sécurité avec un bilan sur les 10 dernières années qui était assez éloquent sur le nombre d'interventions qui sont en augmentation vraiment significative de nos policiers sur le territoire. Alors je pense qu'on a de la chance d'avoir, on connaît beaucoup de policiers sur notre territoire, c'est une police de proximité, des gens qui connaissent vraiment bien la situation locale à Arlon. On a beaucoup de chance de les avoir. Il parlait aussi beaucoup de la recrudescence de la cybercriminalité à Arlon, mais pas qu'ailleurs, dans toutes les zones, mais à Arlon aussi. Aussi beaucoup de gens qui se font arnaquer à leur domicile. Donc des choses sur lesquelles ils essayent vraiment de lutter et ce n'est pas facile. La seule chose, il nous donnait un conseil, et si je peux peut-être faire passer ce message, il faut partager les choses avec la police avant même de les partager, ne pas forcément les partager sur les réseaux sociaux, mais contacter la police, faire le job par la police. C'est eux qui vont coincer ces personnes qui rendent, voilà, qui créent énormément de problèmes, notamment chez des personnes plus âgées, dans des villages et ailleurs, où on a beaucoup de soucis qui sont créés à ce niveau-là. Et c'est vraiment un travail de police important. Il y a une deuxième chose qui tenait aussi à cœur dans les retours du chef de corps, et là, personnellement, moi, j'étais
c'est quelque chose qui me tenait aussi fort à cœur, c'est une insécurité qui est liée aussi au comportement de personnes par rapport, par exemple, à l'insécurité du stationnement sauvage. Donc nous avons des zones d'Arlon où le piéton est en insécurité réelle, hein, c'est objectif, et donc il est mis à mal par la situation de quelques voitures qui, disons-le, pourrissent la vie du quotidien de beaucoup de piétons. Et là, la police a vraiment maintenant un plan d'action assez important, aussi avec une limitation des moyens, parce qu'il faut aussi des gens qui soient sur le terrain. Donc il y a aussi une réflexion sur avoir une extension du corps de policiers. Ce n'est pas évident de tout financer non plus sur le budget communal, mais il y a beaucoup de discussions qui existent, en tout cas au conseil de police, et moi je me félicite que toutes ces discussions-là soient aussi ouvertes et qu'on aille dans cette direction-là, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de problèmes à gérer et de manière différente. Donc voilà, Oui, mais l'objectif véritablement dans les prochaines années, c'est d'augmenter notre voilà. corps de police et de l'augmenter sur fonds propres. Ça veut dire que ce sont les communes, et plus particulièrement la commune d'Arlon, qui paye environ 80% du budget de notre zone de police. Ce sont les communes qui devront prendre ça en charge, parce que ça m'étonnerait qu'on trouve de l'argent à d'autres niveaux de pouvoir. Mais c'est en tout cas une demande qu'on fera. Et moi, j'entendais l'autre jour les différents présidents de partis, je ne sais plus sur quelle chaîne c'était, mais ils étaient tous, et de manière unanime, d'accord pour dire qu'il fallait augmenter les moyens des zones de police. Donc je suis très content et j'espère en tout cas que ça pourra trouver également à s'appliquer à Arlon. Parce que, je voudrais le redire encore une fois, s'il y a des problèmes d'insécurité dont nous sommes bien contents, dont nous sommes bien conscients, eh bien, on n'a jamais pu voir qu'il y avait quelque part une zone de non-droit ou une zone où la police n'osait pas aller. Et Romuald Marshall a d'ailleurs encore réinsisté là-dessus lors de la dernière réunion du Conseil de police pour dire non, non, on maîtrise l'ensemble de la situation. Pas toujours, évidemment, de manière optimale. Optimale, ça voudrait dire qu'on arrive avant que les méfaits ne soient commis, ce qui n'est malheureusement pas possible. On voit aussi qu'il y a un regain de vol dans les habitations. Oui. J'ai eu des citoyens qui m'ont dit, mais que fait-on? Eh bien, la police est également sur les dents pour ce faire, mais avec un nombre de policiers identique à ce que nous avions il y a 20 ans, eh bien, on n'y arrivera pas. Donc, la population augmente, nos nombres de policiers doivent augmenter aussi, et je crois que dans les quelques années qui viennent, on va devoir avoir une augmentation du corps de police, mais on insistera, en tout cas, en tant que bourgmestre, je le ferai, pour que on ait une augmentation des policiers en rue, sur les terrains. Ça nous semble particulièrement indiqué, suite à la question d'ailleurs que tu m'as posée. Voilà. Et pour illustrer encore la chose sur les nombreuses missions de la police, quelque chose qui m'avait marqué dans la présentation du chef de corps, c'était le nombre croissant de missions qu'ils avaient à l'extérieur, notamment sur la gare d'Arlon. Oui, donc en suppléant la police fédérale pour des interventions en gare d'Arlon pour des personnes qu'il fallait retirer d'un train, etc. Donc la police locale sort en gare d'Arlon parfois plusieurs fois par jour pour faire ce job de sécurité, mais quelque part au détriment du reste. Parfois, ils ne peuvent pas tout faire, ne peuvent pas être partout. Mais donc, c'est cette diversité de missions et c'est le nombre de missions sur un corps de police qu'il faudra augmenter, mais qui sont difficiles pour les zones de police locales. Et en tout cas, voilà, c'est beaucoup de défis à venir. Juste pour terminer le point sécurité, on parlait aussi dans les questions de la sécurité relative beaucoup de mécontentement relatifs aux distributeurs bateaux-pains dans le piétonnier, sa localisation et la sécurité parfois relative que beaucoup de personnes ressentent en y allant. Et donc voilà, c'est quelque chose où c'est pas évident à appréhender, mais c'est un problème qui revient plusieurs fois. Alors, Bateau-Pain est évidemment quelque chose de privé. Hein, c'est une structure qui a été mise au point par l'ensemble des banques pour venir déposer ou pour venir retirer de l'argent. Bateau-Pain avait, il y a quelques mois, mis un gardien à l'entrée du Bateau-Pain d'Arlon, situé donc, comme tu viens de le dire, dans la Grande Rue. On peut voir aujourd'hui que la sécurité n'est plus ce qu'elle était il y a quelques mois. Nous avons réécrit au niveau communal à Bateau-Pain pour leur demander de revenir à nouveau avec un vigile qui se trouverait à l'entrée du Bateau-Pain
pour à nouveau sécuriser les gens. Il n'y a rien de pire que d'entrer dans un endroit où on va chercher de l'argent et dans lequel on ne se trouve pas en sécurité. Et donc c'est important qu'ils comprennent aussi chez Bateau-Pain que pour nous qui avons un endroit fermé, on voit que dans certains endroits, le bateau-pain est ouvert et donc il y a un contrôle social qui est beaucoup plus important. Ici, c'est dans un endroit fermé, ce qui donne évidemment beaucoup plus de confidentialité, beaucoup plus de confort pour les clients, mais qui confine également les gens dans un endroit fermé, ce qui est pas toujours sécurisant. Il faut absolument lutter contre ça. Alors, on a Catherine qui nous dit qu'elle va relancer le PLP commerçant. Eh bien, ça, c'est une excellente idée. Merci à Catherine Arnold, En live. qui est la présidente de l'association commerciale. Je crois que c'est important. Donc, Hein. qu'est-ce que c'est que le PLP? Le PLP, eh bien, c'est-à-dire c'est un contact entre la police, entre les commerçants entre eux et la police pour dire, eh bien, voilà, quand vous avez quelqu'un qui a un phénomène d'insécurité parce que quelqu'un tourne autour de son magasin ou est venu lui voler quelque chose, que directement on ait une communication avec l'ensemble du monde commercial pour dire attention, il y a quelqu'un qui est là et que la police est évidemment tout de suite sur les dents pour attraper la personne qui a commis le méfait. Donc merci beaucoup de relancer ça. Je crois que c'est une chose tout à fait intéressante et intelligente à faire pour la sécurité de notre monde commercial. Ça illustre aussi la proximité de la police de proximité, justement, dans ce genre de plan. Donc, ok, donc ça, c'était le point sécurité au centre-ville. Donc, on a eu vraiment plusieurs questions. J'espère qu'on y a répondu plus ou moins correctement. Alors, on a maintenant pas mal de questions sur la mobilité. Ah oui, la mobilité. Alors, voilà. Donc, on nous demande une question très simple, mais très importante. Pourquoi autant de travaux en même temps, monsieur le bourgmestre? Est-ce que vous le faites exprès ou pas? Je pense que ce n'est pas pour vous kikiner tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur la collision de plusieurs travaux en même temps à divers endroits stratégiques de la ville. Et donc, ça vaut peut-être la peine de revenir sur quelques explications. Je crois que c'est un sujet qui revient souvent. Et encore une fois, à juste titre. Alors, pourquoi est-ce qu'on a eu, ou pourquoi est-ce qu'on a maintenant autant de travaux? Ben, dans une législature, ben, vous avez le début d'une législature avec de nouveaux projets qui arrivent, et donc il faut lancer la législature. Et une fois qu'elle était lancée, et ce n'est pas une excuse bidon, hein, vous avez tous pu le voir dans les journaux à de multiples reprises, Mathieu, mais on a eu évidemment le Covid. Et pendant le Covid, ben, tout s'est arrêté. Les travaux se sont arrêtés. Rappelons que les entreprises ne pouvaient même plus travailler. Tout s'est arrêté. Et donc, tous ces projets qui devaient avancer pendant ces 2 ans, ces 3 ans de période Covid, ben, n'ont pas du tout avancé. Il y a eu embouteillage. Et il y a eu un embouteillage, comme tu le dis. Et voilà une des raisons. D'autres raisons, et je veux rentrer dans le vif du sujet, je veux éluder aucune question. La rue de Neufchâteau. Alors aujourd'hui, on l'a presque déjà oublié. Hein, heureusement, notre mémoire oublie aussi vite ce qui ne va pas, et elle devrait retenir plus longtemps ce qui va bien. Mais la rue de Neufchâteau, ben, c'est un dossier d'abord qui n'était pas un dossier communal. Et attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'en veux absolument pas à la région wallonne, mais on a eu une entreprise qui a eu des difficultés. J'en veux même pas à l'entreprise, qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde peut, ou le monde commercial, le monde des entreprises peut aussi avoir des difficultés. Et donc le chantier n'a pas avancé aussi vite qu'on ne l'aurait espéré. Et donc on a fait ce qu'on a pu. Pour la ville, elle devait simplement faire les trottoirs. Aujourd'hui encore, il y a des choses qui ne sont pas complètement terminé, mais en tout cas la circulation est redevenue normale, je dirais, à cet endroit-là. Alors aujourd'hui, là, au moment, je dirais plus au moment où on parle, parce que à 8 heures du soir ou à 9 heures du soir, il n'y a plus d'embouteillage. Aujourd'hui encore, moi, je devais me rendre au départ de l'hôtel de ville dans une école pour des travaux, et je partais à 4h25 en croyant que j'allais être là à 4h30. Eh ben, j'ai mis un quart d'heure, 20 minutes. Il y a simplement, aujourd'hui, au moment où on parle, un petit problème, puisque on est en train de refaire la rue du Marquisat, mais en bas de la rue du Marquisat, on habite sur la rue de la Caserne, et on refait simplement
ce croisement de ces deux rues. Pourquoi? Parce que quand on fait une rue, on fait également les égouts, on fait les alimentations en eau. S'il faut, on fait, et vous le savez tous, Proximus, bon, on fait tout ce qu'on appelle les impétrants. Et à cet endroit-là, il y a énormément d'impétrants. Donc, on a dû ouvrir et ça provoque des embouteillages monstres, puisqu'on ne sait plus passer sur le ring de manière complète. On doit passer par la rue d'Emmerich et donc ça provoque des embouteillages un peu partout. Ça va durer encore une dizaine de jours. Hein, c'était prévu pendant 15 jours. On est mercredi demain. Et puis, on pourra recirculer sur le ring. On aura la rue du Marquisat qui va être refaite complètement. Mais là aussi, on peut pas, malheureusement, on doit faire des choix en politique et choisir, c'est renoncer. Ça fait des années qu'on nous dit que la rue du Marquisat est dans un état de délabrement avancé. Les trottoirs, il y en a plus. Ben, si on veut faire la route et les trottoirs, il faut à un certain moment qu'on la ferme à la circulation. Et donc, je ne sais pas en même temps faire des travaux et en même temps avoir une circulation sur la route qu'on refait. C'est la même chose demain à la rue Zeiler, mais là, ce serait facile parce qu'on pourra passer autour du parc ou de la plaine des Manœuvres. Mais voilà, ce sont encore 2-3 travaux qu'on va devoir réaliser au centre-ville. C'est vrai que le mauvais moment à passer, c'est ce bas de la rue du Marquisat, ça c'est clair. Et alors, on a aussi beaucoup des remarques sur les travaux au niveau de la rue du Dispensaire, hein, qui est assez en très mauvais état. Oui, oui. D'ailleurs, on avait rigolé parce que quand il y avait eu la célébration de la bataille d'Arlon, on se demandait si les obus n'étaient pas tombés sur la route plutôt qu'ailleurs. C'est vrai. Non, mais plus sérieusement, on avait expliqué, et ça c'est peut-être bien de le raconter, que la rue du Dispensaire, maintenant, elle est dans l'agenda, elle va être présentée dans un prochain conseil communal. Alors, si on l'avait fait avant, en fait, le problème, c'est qu'il y avait la rue de Neufchâteau en parallèle, qui devait être refaite. La rue du Dispensaire et la rue de Neufchâteau en même temps était impossible en termes de mobilité sur Arlon. On aurait vraiment coupé la ville en deux. Et donc, par rapport à la rue du Dispensaire, ça c'est la question qu'on posait un peu. Et aussi, un peu au-dessus, le marronnier. Donc, on a tout le périmètre de sécurité tout autour, qui gêne quand même pas mal, encore beaucoup, la circulation à ce niveau-là, notamment sur le croisement qui doit se faire près du palais. Et donc voilà, on a cette question-là sur cette zone-là, comment est-ce qu'elle va être dégagée de ces contraintes? Alors, la rue du Dispensaire, on n'allait pas non plus la refaire en même temps qu'on avait le bas de la rue de Neufchâteau. Voilà. Sinon, on était complètement bloqué. C'est important de le dire, parce que c'est pas par plaisir qu'on va laisser ça. Et justement, on essaye, nous, au niveau communal, de faire les choses dans l'ordre et de ne pas avoir des travaux au même endroit en même temps. Malheureusement, nous ne sommes pas toujours maîtres de tout, et la rue du Dispensaire est un bon exemple, donc elle va être refaite dans les mois qui viennent, mais là, il n'y aura pas de problème puisqu'on pourra faire le tour, comme je le disais, par la rue Zeiler. Oui. Il n'y aura pas de problème véritablement de mobilité. Oui. Mais il ne fallait pas la faire en même temps que la rue de Neufchâteau. Mais après, vous vous retrouvez avec, dans la rue de Neufchâteau, une société qui construit des appartements, une société Antonissen, mais voilà, où nous avons dû être très très stricts avec eux pour ne pas en venir jusqu'à la moitié de la rue de Neufchâteau, ce qui rendait évidemment le croisement des voitures impossible. Ouais. Donc on est intervenu directement pour dire non, vous devez rester sur la moitié de la chaussée, même pas la moitié, pour permettre aux voitures de se croiser. Donc c'est important de dire que il y a aussi des chantiers privés qui ont un impact sur notre mobilité et sur lesquels nous n'avons qu'un pouvoir limité de police pour faire en sorte qu'ils restent à l'endroit qui leur a été attribué. Et puis il y a aussi pour l'instant, alors est-ce qu'on va se plaindre ou pas? Certains se plaignent parce que Internet ne va pas assez vite. On a la chance, je crois, d'avoir la fibre qui arrive à Arlon, mais qui, c'est vrai, nous enquiquine tous un petit peu maintenant quand devant chez soi, on a le trottoir qui est ouvert, la route qui est ouverte, et ça donne un sentiment qu'il y a des travaux partout. Ouais. C'est vrai que Proximus aujourd'hui, ils sont à 5-6 endroits d'Arlon, et pour les citoyens, on fait des travaux partout à Arlon. Mais c'est la fibre optique qui arrive. Alors on aurait pu sans doute dire non, mais je crois que les citoyens nous en auraient voulu aussi. Ce sont des mauvais moments à passer.
On est content quand ils arrivent parce qu'ils vont mettre la fibre, on n'est pas content pendant les travaux, et puis on est content quand les trottoirs sont de nouveau correctement, en demandant véritablement que ça soit fait de manière correcte, quand les travaux sont Voilà. correctement terminés, que les trottoirs sont à nouveau parfaitement accessibles. Voilà. Donc, il y a beaucoup de travaux à Arlon, mais on espère que maintenant les choses vont s'améliorer, hein, qu'il y a certains chantiers impactants Tu sais, se Mathieu, terminer, j'ai appris une seule chose avec les travaux. Avant les travaux, les gens rouspètent Ouais. parce qu'il faut refaire la route. Ouais. Pendant les travaux, les gens rouspètent parce qu'on fait les travaux. Ouais. Et après les travaux, les gens sont contents parce que les travaux sont derrière eux. Donc voilà, je crois que pour l'instant, il y a énormément de belles choses, de belles réalisations qui se sont faites à Arlon. Ça a posé un peu de problème, mais une fois que les travaux sont terminés, on est tous contents de voir le résultat. Voilà. Et alors, moi, je vais faire une digression sur le chat avant de continuer sur les travaux, parce qu'on a une question de Charlène. Alors, la question est sympa, hein. Je te laisse réfléchir à la réponse pendant que je la pose. Et, étant donné que beaucoup de personnes liées à l'enseignement, donc ici, c'est vrai que sur notre liste, on a quelques personnes liées à l'enseignement. C'est vrai, c'est vrai. On peut signaler, ben, on a notre président ici présent, Raphaël Gigi. On a Amalia Turban aussi ici présent. On a Didier Laforge. On a Virginie Bach qui nous a rejoint. J'espère n'oublier personne. Et Charlotte se demande si on aurait la compétence de l'enseignement, si on a le bonheur d'être dans une nouvelle majorité, évidemment, dans nos compétences. Voilà, ça c'est la question que Charlène pose, auquel je n'ai pas la réponse, mais que Si nous l'aurons, si nous l'aurions, si nous l'aurions. si nous l'aurions. Voilà. Ben, écoutez, moi je crois que il faut répondre à Charlène d'abord, qu'on laisse passer un peu les élections avant de commencer à parler compétences au sein du collège communal. Donc moi je suis de ceux qui respectent la démocratie, qui respectent l'électeur, et donc il faut absolument que on ait un nombre de voix suffisant, évidemment, pour pouvoir être à la place à laquelle nous sommes pour l'instant, c'est-à-dire d'être le partenaire de majorité qui a le plus de sièges. On se bat pour ça, et je suis en tout cas confiant avec tout le travail qui a été effectué par l'ensemble de la majorité, je dis bien par l'ensemble de ma majorité, que ce soit avec notre partenaire MRMC ou avec l'ensemble des chemins et conseillers communaux d'Arlon 2030. Nous avons fait un terrible travail. Je crois que nous avons beaucoup travaillé, et je crois que l'électeur s'en souviendra également le soir des élections. Voilà, mais c'est très bien, oui, évidemment. Donc tout ça, on n'est pas maître du futur, on est seulement maître du présent aujourd'hui. Absolument. Et mais c'est clair, de quoi qu'il en soit, l'enseignement, c'est un sujet primordial à tous les niveaux, et au niveau politique local encore plus. On a la chance d'accueillir de nouvelles enseignantes sur notre liste, Virginie et Amalia, et elles ont beaucoup d'expérience aussi à donner en la matière. Et donc, ça peut aller à beaucoup de niveaux. Moi, je vais donner un niveau qui, moi, m'intéresse particulièrement aussi au niveau communal. Pour y participer avec mes enfants, c'était un pédibus, donc qui permet d'aller avec les enfants à pied à l'école, et qui permet au moins en partie de décongestionner l'approche de certaines écoles. Voilà comment les écoles peuvent impacter le quotidien d'une commune de différentes manières. Et donc, voilà, on a la chance, je pense, d'avoir des candidats vraiment de qualité à ce niveau-là. Donc ça, c'était la parenthèse. Malheureusement, on n'a pas vraiment répondu à la question, mais... Non, mais je peux aussi rebondir là-dessus. Par exemple, par rapport à la pédagogie alternative, on nous avait demandé d'insister là-dessus lors des dernières élections. Nous l'avions promis dans notre programme de le réaliser. Eh bien, nous l'avons réalisé, ce projet de pédagogie alternative à l'école des Lilas. On a des écoles avec de l'immersion en anglais, en allemand, et donc on a bien progressé aussi dans cette matière de l'enseignement, et on était particulièrement fiers de cela. Je sais que, pour la petite histoire, nous avions Marie Bleureau avec nous, et qui m'avait dit il faut absolument qu'on réalise cela. Nous l'avons réalisé, et donc je crois que nous avons été également fidèles par rapport à la parole que nous avions donnée à nos électeurs
en 2018. Ouais, donc il faut aussi féliciter l'échine de l'enseignement pour ce travail-là. Absolument, Qui est bon. absolument très Et important. l'ensemble des membres du collège. L'ensemble des membres du collège. Et donc ici j'ai une petite question. Donc voilà, c'était pour la petite question la question de Charlène. Isabelle nous posait, donc on parlait de la fibre, vu les problèmes de connexion GSM avec Proximus dans Arlon, à quand la 5G? À quand la 5G? Ça, c'est pas une question qui est évidemment compliquée parce que ça ne dépend pas de nous. Et puis, je sais qu'il y a des débats sur la 5G avec des pour 5G, des contre 5G. Et donc, on a toujours souhaité, nous en tout cas, d'avoir des spécialistes qui nous éclairent en tout cas sur les avantages et les inconvénients de la 5G, mais surtout aussi sur l'aspect de la santé publique par rapport à cette 5G. Et donc, on va voir ce que aussi nos ministres font. J'ai vu que la ministre écolo de Groen, donc qui est en charge de ce dossier en Belgique, réfléchit beaucoup à la question et je suis curieux de savoir ce qui va ressortir de tout ça, parce qu'il y a quand même certaines régions du pays où ça avance. Donc on est en attente d'avoir des renseignements complémentaires sur la 5G. Et puis, point de vue purement luxembourgeois, c'est que la priorité, en tout cas chez nous, c'est les zones blanches. Donc, c'est les zones où il y a effectivement des gros problèmes de connexion tout court. Hein. Donc, ici, on parle d'un problème parfois de luxe pour des villes. Enfin, moi personnellement, je me pose vraiment beaucoup de questions avec la 5G, notamment sur tout l'impact énergétique qui est assez évident. Surtout la consommation énergétique effrénée. Mais il y a des zones de la province où là, les questions sont encore beaucoup plus basiques, je vais dire, en termes d'accès purement à ces services-là. Et c'est là où le combat doit se mener en priorité, en tout cas en province de Luxembourg, il me semble. Et il y a aussi des demandes de certains citoyens d'avoir des zones blanches, hein, c'est-à-dire où il n'y a absolument pas de réseau pour des gens qui seront électrosensibles. C'est également un élément dont on doit tenir compte. C'est le droit aussi voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte et en tout cas, je pense que c'est pas une question simple à répondre. Absolument, voilà. monsieur. Mais donc, on n'a pas répondu vraiment comme il fallait, mais juste pour dire que ce n'était pas simple à répondre. Donc, on revient peut-être sur la mobilité. Donc, j'ai fait la déclaration sur 2 questions du chat. Désolé, c'est un peu en live, on prend les choses comme elles viennent au fur et à mesure. La mobilité, donc, on a une question de Thomas, qui habite à Viville, qui est très particulière aussi et que je vais me permettre de lire. Donc j'habite à Viville et je vois beaucoup de passages de camions devant chez moi, les derniers venant de la Nationale 4 et coupant par Viville pour gagner du temps pour accéder à l'autoroute. Il n'est donc pas rare de sentir ma maison trembler suite au passage de ces camions dans ma rue. Cela crée des nuisances auxquelles on n'est pas préparé lorsqu'on habite dans un petit village, on peut tous le comprendre, ça abîme la route. Ma question est la suivante, serait-il possible d'envisager de placer des chicanes, des casse-vitesses, une signalisation pour limiter le passage des camions à Viville? Oui, j'aurais aimé avoir ce citoyen en ligne pour qu'il précise un peu le trajet. La direction des camions. Exactement, parce que bon, moi je vois évidemment la rue des 4 Vents, donc je suppose que ce sont des gens qui viennent, je dirais de Bastogne, direction de Bastogne, qui prennent la rue des 4 Vents et puis qui vont sans doute alors, est-ce que c'est par la rue du Moulin à Huile rejoindre ou exactement est-ce que donc voilà, il faudrait préciser ça. Mais en tout cas, ce que l'on peut certainement faire, c'est interdire la circulation aux gros camions. Oui. Je crois que c'est de plus de 3,5 tonnes, oui. Qui n'ont rien à y faire. Non. Alors le marchand de mazout qui vient éventuellement livrer sa marchandise, ben lui, il a évidemment le droit de passer par là pour accomplir son boulot, mais un camion qui, parce que Waze, lui, dit de plutôt aller par là, plutôt que de simplement prendre la Nationale 4 et puis le contournement d'Arlon, ça c'est inadmissible. Donc voilà, je l'invite en tout cas, ce citoyen, à revenir vers nous en précisant un peu mieux sa demande, et je demanderai à notre conseiller en mobilité d'analyser ça et de voir la meilleure solution qu'on puisse apporter. Mais si c'est pour interdire les camions qui n'ont rien à faire dans le village de Viville, il aura en tout cas tout notre appui pour faire en sorte qu'on puisse limiter ça
à la circulation de voitures et pas de camions de gros tonnage, comme il l'explique dans son livre. Ben, oui, donc c'est important, hein. Donc Thomas, je vous invite à revenir vers nous. On va de toute façon répondre aux mails en ce sens, hein, pour qu'ils puissent nous préciser le trajet de ces camions. Peut-être aussi qu'il y ait des mesures, hein, qui soient faites en parallèle. Donc quelque chose qui est intéressant à creuser. Alors Thomas, juste toujours la question de Thomas, je vais faire toujours mobilité, mais un peu schéma de développement communal. On va un peu mixer les deux. Sa deuxième question, c'est sur le schéma de développement communal qui est soumis à enquête publique en 2023. Il a quelques craintes, notamment pour le projet de construire un parking à la gare de Viville, qui risquerait d'augmenter le nombre de passages dans Viville. Et voilà, donc il nous remercie, Bien. Je suis sur la parenthèse, il nous Oui. remercie de nous permettre de s'exprimer, et on a eu beaucoup de remerciements sur ces questions-là, et donc ça nous pousse à continuer dans cette direction. Voilà. Donc, oui, avoir des schémas, je voudrais répondre à ça, avoir des schémas pour voir vers où on va demain est quelque chose qui me semble particulièrement important. Nous avons développé un schéma de développement communal. C'est le plus important des schémas. Où est-ce qu'on va mettre les maisons? Où est-ce qu'on va mettre le commerce? Où est-ce qu'on va mettre les zones sportives? C'est le schéma de développement communal qui doit répondre à ça. Nous avons eu un schéma de développement commercial, plus particulièrement pour savoir quelles zones commerciales on veut développer, à quel endroit, mais surtout en y mettant quoi comme commerce. C'est le schéma de développement commercial. Le schéma de développement sportif, où mettons les installations sportives et qu'est-ce qu'on y fait? C'est aussi important. Nous avons eu le plan qualité tourisme qui nous disait ce qu'il faut faire au niveau touristique. Nous avons le schéma de mobilité. Parce que c'est bien qu'Arlon grandisse, ne doit pas grandir trop ni trop vite. C'est bien qu'Arlon grandisse, mais il faut également faire en sorte qu'on puisse se mouvoir à Arlon de manière intéressante et se mouvoir aussi dans les modes doux. On doit développer, et on l'a fait, on doit développer le vélo, on doit développer les pistes cyclables, on doit développer plus de sécurité pour les vélos. On doit également être particulièrement attentif à nos trottoirs et à nos piétons. Ça me semble également très important. Donc ce schéma de développement communal est particulièrement important. Il est tellement important d'ailleurs que la région wallonne nous oblige, et c'est une bonne chose, à interroger le citoyen. Et c'est dans ce cadre-là que notre citoyen a envoyé ces quelques réflexions. Donc, on ne lui répondra pas à lui directement sur la question qui a été posée, mais il trouvera la réponse dans la nouvelle mouture, je dirais, qui doit sortir du schéma de développement communal une fois qu'on a écouté l'ensemble des citoyens qui nous ont écrit, et on répondra au travers évidemment de cette nouvelle mouture de notre schéma de développement communal, de manière à ce que tout le monde qui a posé une question, qui a soumis une réflexion, trouve en tout cas une réponse dans cette nouvelle mouture de notre schéma de développement communal, qui devra repasser d'ailleurs, et c'est bien normal, au sein de notre conseil communal, et qui devra encore faire l'objet de plusieurs passages aussi à la région wallonne avant d'être définitivement adopté. C'est ça. Donc c'est important pour Thomas de préciser que les questions dans le cadre de ces enquêtes publiques, quelles qu'elles soient, hein, les enquêtes publiques sont regroupées dans une synthèse par thématique. Hein, donc il y a parfois des questions qui se chevauchent, qui sont un peu dans la même thématique, donc elles sont regroupées ensemble pour répondre de manière générale à une thématique dans ce type de questions. Donc voilà, c'est la procédure, on va dire, et je pense que c'est utile de à chaque fois apporter sa pierre à l'édifice dans le cadre d'une enquête publique sur les craintes, sur ce qui pourrait se passer. C'est à ça que ça sert de toute façon. Donc voilà, donc ça c'est important. Donc pour Viville, ce que je voulais juste dire sur la gare de Viville. Alors évidemment, il faut voir comment les choses y accéder, ne passant pas par des villages, ça me paraît bien clair. Par contre, une chose est certaine, c'est que s'agissant de la gare d'Arlon a aujourd'hui une liste d'attente sur son parking de 1000 personnes. Donc 1000 personnes qui sont en attente d'avoir une place de parking. Il faut 2 ans d'attente aujourd'hui pour avoir une place de parking à la gare d'Arlon. Donc ça crée des problèmes inouïs autour de la gare d'Arlon, autour de places qui pourraient être utilisées autrement pour des commerces ou des habitants tout autour.
la vie est rendue impossible à beaucoup de nafteurs qui doivent aller garer leur voiture pour prendre le train, qui n'ont pas de place pour aller prendre le train, qui doivent se dépêcher, etc. C'est très compliqué. La SNCB, même encore dernièrement, dans une question parlementaire via son ministre, nous dit qu'il n'y a pas trop de problèmes, hein, etc. C'est pas le cas. Il y a des gros problèmes d'accessibilité de parking à la gare d'Arlon. Et donc, il y a des réponses, il y a des solutions qui sont possibles. Et donc, c'est un problème vraiment à prendre à bras le corps. Parce que si on veut effectivement désengorger les autoroutes et les routes de sortie d'Arlon pour aller au Luxembourg, notamment, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir une connexion pratique à un parking accessible pour aller prendre le train. C'est le b.a.-ba pour notre gare d'Arlon. Et donc, effectivement, Viville peut solutionner des choses en connexion avec les trains luxembourgeois. Et moi, personnellement, c'est quelque chose que je ne comprends pas, que ça n'avance pas beaucoup mieux. Voilà. Donc, ça, c'était par rapport à la gare de Viville, mais qui n'était pas dans le cadre de la question de Thomas. Mais Thomas pose encore quand même la question en disant, oui, mais si on a la gare de Viville, est-ce que il a un peu peur que beaucoup plus de voitures passent par Viville pour aller à la gare de Viville? Il est évident que l'objectif n'est pas celui-là. L'objectif des gens qui vont aller demain à la gare de Viville sera de passer également par la Nationale 4 ou par le contournement d'Arlon pour ensuite se rendre à la gare de Viville. L'objectif n'est pas de faire passer les voitures par Viville et donc on prendra les mesures nécessaires pour que ça ne soit pas le cas. Voilà. Alors, on a une question encore mobilité. On est toujours dans ce thème-là. Question très pratico-pratique, mais très intéressante parce qu'on nous a déjà posé par ailleurs. Mon vélo est chez un ami de peur qu'il se fasse voler. C'est Benjamin qui nous pose cette question, Benjamin de Stockholm. Si je le laisse à l'extérieur, je vois des garages à vélo dans le centre, qui ont beaucoup de succès d'ailleurs, qui sont beaucoup demandés. Serait-il possible d'ajouter un garage sur des villages voisins? Il imagine que le budget alloué à la mobilité douce pour notre gouvernement pourrait être prévu pour cela. Oui, alors c'est une réponse très rapide, je dirais, pour cela. Oui, c'est possible de mettre des garages à vélo, appelons-les comme ça, même si le garage est tout petit, dans les villages. Pour ça, il faut une demande évidemment de citoyens. Il faut qu'il y ait minimum 4 personnes qui occupent ce garage à vélo. Et on souhaite aussi que ça soit pour plusieurs ménages. Donc voilà, j'invite ce très aimable citoyen qui nous pose cette question à nous écrire s'il en veut un et à dire combien d'emplacements il veut et combien ils sont à vouloir avoir une réservation dans ce parking. Pour nous, la ville, ça coûte environ 6 500 € et donc ce sera avec plaisir que nous pourrions aussi en mettre dans des villages. Alors, on le fait moins en général dans des villages, Mathieu, parce que les gens ont un peu plus de place chez eux. Ils ont en général un garage dans lequel ils peuvent mettre leur vélo. Mais ici, je vois que c'est quelqu'un qui habite sur la route de Bouillon à Stockholm et donc probablement qu'il habite dans un immeuble à appartement et qu'à ce moment-là, c'est moins facile pour lui et donc on doit s'adapter. Là, il y a des configurations dans les villages, effectivement, avec les appartements ou alors avec le centre de village avec un bâti plus concentré. Voilà. Parfois, ça peut se poser, mais donc c'est important pour Benjamin qu'il soit une coalition aussi de plusieurs personnes qui devraient venir devant la commune pour faciliter les choses. Hein. Donc, c'est pas une seule famille, sinon je pense le problème va être... Ça devient une privatisation de l'espace public. Mais dans beaucoup d'endroits, ça s'est passé comme ça et très bien. Donc, il y a eu plusieurs endroits où ça s'est installé comme ça. Voilà, j'espère qu'on répond bien à Benjamin. Voilà, donc on a ça, c'est les questions de mobilité. On a toujours niveau mobilité, et là je reviens sur parking parce que c'est posé en même temps par Augustin et on a oublié d'en parler, donc c'est important de le dire. Avez-vous des projets quant à l'aménagement de zones de parking en face de l'hôtel de ville? Ça, c'est une question qui est beaucoup posée, une crainte de beaucoup aussi, que quand ce parking-là disparaît, que va-t-il se passer? Oui, alors certains citoyens trouvent que ce dossier n'avance pas très vite. Mais ils ont raison et à la fois je les invite à se dire mais si ce dossier avait
avancer un peu plus vite, si on avait déjà là un immeuble, un appartement à cette entrée de ville, ben on n'aurait plus de parking. Et je crois qu'il fallait faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire garder ce parking très 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 précieux que nous avons en face de l'hôtel de ville pour l'instant, tant que le parking dont on a parlé tout à l'heure à l'espace Léopold évidemment n'était pas accessible. Il va être accessible d'ici quelques semaines. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que l'inauguration officielle sera le 24 mai et j'invite tout le monde pour un beau concert qu'on donnera le soir avec Mr. Cover et tous les citoyens sont invités tout à fait gratuitement d'ailleurs à nous rejoindre. Mais ce parking-là, eh bien, il faut d'abord qu'il fonctionne avant qu'on ne lance des projets sur cet endroit-là. Alors, ça serait justement pénalisé si on avance là en même temps que sur la place Léopold. Là, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu le faire. Alors, ce qui était prévu dans ce qu'on appelle un CUD, c'est-à-dire une réflexion que nous avions par rapport à cet endroit, c'était de faire du commerce avec des surfaces un peu plus grandes, parce que ce qu'on nous reproche parfois, c'est d'avoir des surfaces trop petites dans le centre-ville d'Arlon, des surfaces un peu plus grandes et des appartements, encore une fois, ramener du monde en ville, des appartements aux étages. Et là, nous sommes en train de réfléchir pour voir si on ne devrait pas maintenir des parkings dans les étages inférieurs. Et donc, c'est une réflexion que nous menons pour l'instant parce qu'il faut voir comment cela est juridiquement possible au niveau du marché qu'on doit lancer. Nous sommes en train de réfléchir avec Idealux pour voir la solution que nous allons trouver. Mais je comprends tout à fait la demande et alors que on souhaite ramener du monde en ville, eh bien, il faut aussi offrir peut-être du parking là un peu à plus longue durée parce qu'il y avait quand même quelques dizaines de locataires dans les parkings actuellement encore existants, je dirais, et dans lesquels on rentre par la rue Saint-Jean et aussi par la rue Paul Reuter. Oui, c'est ça. Donc la rue Paul Reuter, les commerces dans la rue Paul Reuter et cette entrée dans le piétonnier. Donc c'est aussi une zone de parking stratégique de l'autre côté du piétonnier, si je puis dire. Et donc les deux, trois doivent fonctionner ensemble. Et donc voilà, c'est toute la réflexion qui doit être menée. Voilà. Donc ça, j'espère qu'Augustin en a répondu à votre question du mieux que possible. Alors je reviens sur la mobilité parce qu'on a vraiment aussi beaucoup de questions de mobilité. Qu'avez-vous fait pour faciliter la vie des piétons? Ah, ben pour la vie des piétons, d'abord, c'est important pour nous. Et depuis le début de la législature, nous investissons 500 000 euros par an pour refaire des trottoirs, pour faire des trottoirs, pour nous, des trottoirs nouveaux, pour refaire des trottoirs existants. On a aussi Proximus qui est là, qui refait parfois des trottoirs. Alors, certains me disent qu'ils sont bien refaits, d'autres qui ne sont pas toujours bien refaits. Donc là, on est très attentif avec notre service du département technique pour faire des travaux qui n'ont pas été correctement faits par Proximus, parce que bien souvent, les travaux ont été réalisés sur des trottoirs. À chaque fois que nous faisons une voirie communale, à chaque fois, nous faisons des trottoirs. On en a parlé tout à l'heure, la rue du Marquisat. C'était plus des trottoirs qu'on avait dans la rue des Marquisats, hein, c'était des dalles mises l'une à côté de l'autre. Ces trottoirs seront impeccablement refaits. Je crois qu'on peut, enfin si je vais encore dans quelques exemples très concrets, la rue du Vestinal, qui est pour l'instant encore en travaux, nous aurons de magnifiques trottoirs à côté de notre Ravel, hein, qui nous permettra de rejoindre la commune d'Attert par le village de Bonnette. La rue de Neufchâteau, dont on a parlé tout à l'heure, on a quand même des trottoirs, c'est autre chose que ce qu'on avait avant, hein, que ce soit du côté gauche ou du côté droit. Nous avons vraiment de beaux espaces où les piétons se sentent particulièrement en sécurité. Aujourd'hui, tu en as parlé également, Mathieu, tout à l'heure, la rue du Dispensaire, ben, il n'y a pas de trottoir, ou alors on est véritablement à moitié sur la route où on doit passer, sur la plaine des Manœuvres. C'est très bien quand il fait sec, c'est un peu moins bien quand il fait... Il n'y a pas de trottoir à la rue du Dispensaire, mais il y a beaucoup de ralentisseurs. Mais il y a beaucoup de ralentisseurs naturels. Voilà. Et donc, là aussi, on aura demain de beaux trottoirs. Donc, voilà, je ne veux pas continuer avec les exemples, mais je crois qu'on a bien avancé durant cette législature sur les trottoirs. C'est jamais assez.
On est bien d'accord avec ça. Et tout le monde estimera qu'on n'a pas fait le travail parce qu'on ne l'a pas fait devant chez lui. Je suis aussi tout à fait conscient de ça, mais on continuera en tout cas, si nous sommes en capacité de décider pour la prochaine législature, à insister sur cet aspect essentiel. C'est d'abord le piéton, c'est ensuite le vélo, et puis c'est ensuite la moto, et puis ce sont les voitures. C'est, j'ai entendu un élu non, c'était pas un élu de Bruxelles, c'était quelqu'un de Vias, hein, la société Ouais, qui s'occupe de la mobilité en Belgique, qui rappelait ça. Et donc, je crois qu'il a tout à fait raison. Et quand on parle du piéton, on pense aussi évidemment à ces mamans qui se promènent avec des poussettes et où c'est pas toujours facile lorsque une entreprise prend la moitié du trottoir pour faire son échafaudage. Et donc, nous devons être particulièrement vigilants à ce moment-là à offrir des possibilités de pouvoir traverser la route pour que ces papas ou ces mamans ou ces grands-parents aussi, ça arrive, on la vit facile avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. c'est ça. Et je pense que c'est important de noter que quand il y a des rénovations d'espace, moi, l'exemple le plus parlant, je pense, c'est la rue Paul Reuter. La rue Paul Reuter, avant qu'elle ne soit rénovée, donc si vous vous rappelez, avant, dans la rue Paul Reuter, devant l'école du centre, la largeur des trottoirs faisait par endroits 40 centimètres. Ouais. 40 centimètres. Donc pour une personne qui venait en chaise roulante ou en poussette, avec une poussette depuis la place Chanson-Ardennais, c'était une situation impossible. Donc aujourd'hui, la rue Paul Reuter, des deux côtés, on a un trottoir large de part et d'autre, qui permet justement d'avoir cette mobilité piéton et PMR vers l'hôtel de ville qui est indispensable. Alors il y a encore beaucoup d'endroits où ça doit être pris en charge d'une meilleure manière, mais c'est pour expliquer que ce genre de projet où on élargit les trottoirs, il y en a eu quand même pas mal. Aujourd'hui, dans le pipe, donc dans la programmation, on a voté dernièrement un nouveau trottoir à la rue du Moulin à Huile. Donc Exact. ça, c'est quelque chose d'important parce que Viville n'avait pas dans ses entrées de village encore un trottoir. Donc si on voit depuis le rond-point de la nationale vers Viville, l'absence de trottoir est absolument pénalisante. Là, il y en aura un qui est projeté, maintenant qui a été voté. Donc il faut encore le temps que tout ça se passe. Ça prend vraiment beaucoup de temps, pour des raisons évidentes aussi, hein, d'installation. La rue de la Bellevue à Frassem, dans une de ses parties, a été votée, va être enfin commencée. Je dis bien enfin, parce qu'il a fallu du temps aussi pour que tout ça se mette en place. Et tu l'as dit, le trottoir à la rue du Vicinal, ben, on boucle cette rue complètement au niveau trottoir, avec la rue du Métranque aussi de l'autre côté. Donc on a un village qui est très fonctionnel à ce niveau-là. On pourrait aussi rajouter encore, Mathieu, si tu permets, le problème de la mobilité douce entre Sterpenich et l'école de Barnich-Sterpenich. C'est également un projet que nous avons mis du temps à réaliser. J'en suis tout à fait conscient et je crois que la difficulté provenait surtout de savoir où on allait mettre cette piste cyclable dans laquelle il faudrait également rendre une situation sécurisée pour nos piétons. Et donc, on a trouvé une solution. Ça va aussi arriver bientôt, cette circulation apaisée entre le village de Sterpenich et l'école. Ouais. L'étape suivante, c'est d'aller de l'école jusqu'à Barnich. Là aussi, la situation actuelle n'est pas idéale et on a également la piste cyclable qui devra continuer jusque dans le village de Barnich et permettre également aux piétons, en tout cas, de pouvoir circuler là en toute sécurité. Ouais, donc voilà, c'est hyper important à le souligner, d'autant plus par et vers les écoles. Donc ça, c'était pour l'aspect piéton. Je ne sais pas si on a répondu à tout parce qu'il y a tellement de choses au niveau mobilité qu'on pourrait raconter ce soir. On fera d'autres lives, donc on va revenir sur d'autres sujets, c'est certain. Alors, je suis toujours en niveau mobilité. Nous avons une question de Bénédicte. Que faire pour la circulation dans la rue Sainte-Aldegonde, Aldegonde ou Aldegonde, et aussi pour les nids de poules, Sterpenich? Oui, alors, pour les nids de poules, je crois qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est évidemment de demander chez nous au département technique d'aller les remplir de macadam. Mais bon, à la sortie de l'hiver, c'est chaque année pareil, Oui, les routes sont dégradées. oui, Hein, nous sommes évidemment ici dans
un pays dans lequel nous avons des écarts de température importants et dans lesquels les hivers, même s'ils ne sont plus ce qu'ils étaient dans le temps, en tout cas font des dégâts à nos routes. Ouais. Hein, quand on va se balader dans des pays où il fait un peu plus chaud, les routes sont impeccables. Chez nous, elles souffrent un peu plus. Et donc, c'est véritablement dès qu'on a les belles journées qui reviennent, parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas poser un macadam tant qu'on n'a pas 8 degrés minimum. Hein. Et donc, c'est le cas aujourd'hui, mais encore l'autre jour, il faisait quand même encore fort frais. Eh bien, nos équipes communales sont en route tous les jours pour aller, voilà, que ce soit à la rue Saint-Aldegonde ou ailleurs, faire en sorte qu'on puisse reboucher les nids de poules. N'hésitez pas non plus à communiquer au département technique ou chez les élus que nous sommes sur les endroits où il y a des problèmes de nids de poules. Encore aujourd'hui, où hier, une citoyenne m'a dit, voilà, il y a un problème dans telle rue, eh bien, elle était contente de constater que le lendemain ou le surlendemain, le problème était résolu. Donc, on essaye de faire un maximum pour ça, parce que je crois que ce sont peut-être bien des ralentisseurs naturels, mais c'est en tout cas pas comme ça que nous voyons les choses. Et on doit au plus vite, en tout cas, résoudre ces problèmes de mobilité qui sont importants. Et aussi peut-être insister que pour des nids de poules, bon, ben voilà, il y a aussi, il faut que ça soit bien su, bon, ça, je pense que c'est le cas ici, mais qu'il y ait aussi des conditions météorologiques qui permettent de les reboucher Je t'ai dit, correctement. il faut les 8 degrés. C'est ça. Donc, sinon, après, ce qu'on met dedans, ça repart aussi vite, donc c'est pas... Il faut les 8 degrés et il faut également que nos ouvriers communaux, mais ils le font, tassent bien évidemment le macadam, parce que si on ne le tasse pas avec la machine appropriée, eh bien, ça s'enlève beaucoup trop rapidement. Et donc, on insiste aussi pour que ça se fasse dans les règles de l'art, ce qui est fait par notre département technique. Ok. Donc ici, ça c'était pour la mobilité. Je vois aussi Wendy qui dit que le trottoir n'est pourtant pas aménagé entre la plage Saint-Sardonnais et la rue Paul Rother pour les personnes à mobilité réduite. Donc c'est peut-être encore entre la jonction plage Saint-Sardonnais et rue Paul Rother proprement dit, où il manque encore certainement quelque chose. Ce serait peut-être intéressant d'avoir des précisions en la matière, parce que c'est vrai qu'il y a encore cette jonction. Donc, la plage Ardennais, il y a eu un trottoir qui a été fait sur le contour de la plage des Chasseurs Ardennais. Il y a des choses aussi, peut-être des éléments encore manquants à ce niveau-là. Voilà, c'est des choses qui seraient intéressantes peut-être de préciser pour cette zone-là, effectivement. Je vois plus ou moins de quoi elle veut parler, mais voilà, peut-être si elle peut préciser, ça serait intéressant. Peut-être pas pour maintenant, mais certainement pour la suite. Alors, ok, donc on a mobilité, on a déjà répondu à pas mal de questions. Pop. Alors, que proposez-vous, monsieur le bourgmestre, pour aider les seniors à rester le plus longtemps possible dans leur domicile? Ça, c'est une belle question. Question difficile, je pense, aussi à répondre, mais voilà, c'est une question qui est posée ici dans le cadre des questions Internet. Et, Mais tu as raison de dire, Mathieu, que c'est une question très intéressante. On connaît tous, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais ça a aussi fait l'objet de discussions de notre hôpital, hein, de Vivalia. Et donc, je crois que c'est aussi évidemment en lien avec nos résidences seniors que nous avons à Arlon. J'ai encore la chance, en ce qui me concerne, d'avoir ma maman qui a 92, 93 ans, et donc on sait la difficulté qu'il y a pour les personnes âgées à rester chez elles à partir d'un certain moment. Et donc c'est vrai que c'est là qu'elles sont le plus heureuses. C'est quand elles sont chez elles à la maison et qu'elles ont la capacité physique de pouvoir y rester. Donc je crois que nous avons au niveau de nos différents services sociaux et plus particulièrement évidemment du CPS des aides qui sont données pour des repas à domicile, des dames qui viennent soigner nos parents, nos grands-parents, et je crois qu'on peut vraiment souligner en tout cas le travail énorme qui est fait par l'ensemble de ces personnes, je dirais, du monde social. Et donc, au niveau de ce qu'une commune peut faire, elle a évidemment des leviers. On a par exemple développé
pas encore assez, des logements intergénérationnels. Je crois que c'est une priorité que nous devrions mettre également dans notre programme, c'est de faire en sorte que des logements où des jeunes pourraient aller habiter chez des personnes plus âgées puissent obtenir des facilités au niveau de notre administration communale, au niveau de notre commune, et parce que je crois que c'est très important que la personne âgée puisse rester dans sa maison, et c'est aussi important que le jeune qui cherche un logement parce qu'il est par exemple étudiant, et on sait qu'on a un monde d'étudiants qui est très très important grâce aux hautes écoles, grâce à l'université, qui cherchent d'ailleurs des logements pour ces étudiants, et donc c'est vraiment une problématique que nous avons avec l'ULiège, que nous avons la chance d'avoir à Arlon, mais aussi avec la Haute École Robert Schuman et aussi avec Enalux. Eh bien, on doit arriver à faire quelque chose avec le monde étudiant et avec le monde des seniors pour développer ça. C'est d'ailleurs un beau projet puisque ces trois institutions dont je viens de vous parler souhaitent avoir plus de collaboration avec notre commune pour développer en tout cas ce phénomène d'Arlonville étudiante. Eh bien, c'est en tout cas un sujet dont on pourrait parler dans ce cadre-là, pour voir comment on pourrait développer des logements intergénérationnels qui permettraient aux seniors de rester plus longtemps à leur domicile. Et c'est bien parce que ça fait jonction avec la question suivante. Donc, tu parlais des étudiants, évidemment, le prix des cotes est parfois, quand on regarde le marché, vite assez exorbitant à Arlon, des étudiants de nos hautes écoles. Donc ça, c'est un gros souci. La question qui vient ici en parallèle, c'est se loger à Arlon devient très difficile si on travaille en Belgique. Que proposez-vous? Une question courte, mais éminemment super compliquée, parce que je pense qu'Arlon souffre beaucoup de cette question-là. Oui. Alors, c'est une question particulièrement importante, et surtout pour nos jeunes. Et je crois que si on peut d'ailleurs terminer par cette problématique particulièrement importante, c'est fondamental. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois que si nous voulons stopper, ou si nous voulons freiner, c'est même pas stopper, l'augmentation des loyers à Arlon, moi je ne connais qu'une seule règle économique, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que dire on ne va plus construire à Arlon, plus construire de côtes, plus construire d'appartements n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Il faut continuer à construire pour qu'on puisse continuer à loger du monde et pour que les prix n'augmentent pas trop. Mais il faut construire de manière intelligente, et j'espère que dans un autre Facebook Live, on pourra en parler au niveau urbanistique, la vision que nous avons pour l'avenir de notre commune à ce niveau-là. Alors, pour les logements, je dirais à loyer modéré, on a déjà commencé maintenant à mettre des charges d'urbanisme dans le chef des promoteurs, qui vont obliger à avoir un appartement pour X mètres carrés construits, un appartement avec un loyer modéré. Et donc, c'est ce qu'on appelle du logement public. Ce n'est pas du logement social, c'est du logement public. Et nous allons le mettre de plus en plus en charge d'urbanisme. Au niveau du gouvernement wallon, ils sont en train, pour l'instant, d'essayer d'affiner les règles de charge d'urbanisme pour voir entre quel et quel montant on pourrait avoir au mètre carré. L'objectif, c'est quoi? Pour une charge d'urbanisme, je vais peut-être sur un autre sujet, mais ça me paraît important, c'est de se dire, à partir du moment où on construit des immeubles à appartements plus particulièrement, eh bien, il y a une charge pour la collectivité qui est plus importante. On va plus rouler sur nos routes, on a plus besoin de policiers, on en parlait tout à l'heure, on a plus besoin d'écoles, on a plus besoin de crèches, on a plus besoin de sport, on a plus besoin de culture, on a plus besoin Et la région wallonne estime que il y a un lien entre ces deux-là, entre ces deux facteurs-là, et que donc on doit avoir un euro par mètre carré qui est construit. Et donc ça me semble intéressant en tout cas d'aussi pouvoir convertir ça en logement public
qui seront à ce moment-là confiés. Ça peut par exemple être confié à notre AIS, Logé Sud, qui s'occupe de la location à ce moment-là de cet appartement à un prix qui est un peu moins élevé sur le marché, ou bien l'autre solution, ou pas ou bien, mais avec une autre solution qui est carrément la construction de logements publics. Mais là, il nous faudra évidemment aussi des subsides, et puis c'est pas notre métier véritablement de construire des appartements, mais c'est également une solution qui pourrait être d'actualité. On a aussi développé, et on l'a déjà passé quelquefois au niveau du conseil communal dans le cadre du budget, on souhaite acheter 2 immeubles à Locasque au Galgenberg. Ce serait de mémoire 46 appartements qui pourraient être rénovés et puis logés, dans lequel on pourrait également, donc ce serait du logement public, qu'on pourrait, nous, alors commune, louer via Logé Sud à un prix qui serait particulièrement intéressant. J'ai parlé tout à l'heure du bâtiment que nous avions à l'entrée de la Grand Rue au numéro 51. Il y a 6 appartements qui vont être construits à l'arrière, à la rue de l'Esplanade. Ce seront des logements également que nous avons promis au conseil communal de confier à Logé Sud pour aussi avoir du loyer modéré. Donc voilà toutes des pistes que nous avons pour avoir le moins possible aussi d'immeubles inoccupés, parce que ça n'a pas non plus de sens d'avoir des immeubles inoccupés. Nous avons également une taxe sur les immeubles inoccupés qui malheureusement, je dirais, nous rapporte de plus en plus parce que ça veut dire qu'il y a des logements inoccupés et on doit lutter contre cela aussi parce que ça n'a pas de sens de construire des immeubles quand d'autres ne trouvent pas acquéreur ou non pas d'acquéreur. Vincent, on va essayer d'aller un peu tac au tac sur les dernières questions, parce que bon, le live commence à durer là depuis 1h30. On va étendre un peu, hein, mais on a reçu encore pas mal de questions dans le chat. Je voudrais qu'on réponde aux dernières questions. Donc, on est toujours en train d'évacuer les questions posées par Internet. Questions courtes, réponses courtes. Allez, je vais essayer. La nature, ça va être difficile pour moi. La nature grande oubliée de la ville d'Arlon, monsieur le bourgmestre. Alors là, non, je ne sais pas être court pour ça, Mathieu, parce que avec le projet que nous avons à l'Hydrion, 27 hectares dédiés à la nature, je peux pas entendre ça. Non, la nature n'est pas la grande oubliée. La nature est mise au centre de notre préoccupation. Quand on voit ce qu'on fait pour l'instant, au niveau du bloc Milan, ces 27 hectares à l'Hydrion, quand on voit que dans tous les projets urbanistiques maintenant, on exige absolument des espaces verts au sein même des constructions des immeubles. On a également encore un parc qu'on veut développer, qu'on appelle le parc des Moulins, c'est-à-dire dans ce terrain qui se situe à la rue des Déportés, à droite dans le fond. Pour ceux qui, les plus anciens Arlonnais se rappelleront qu'il y avait un moulin là dans le temps, un terrain d'ailleurs qui rejoint la gare, qui rejoint l'hôpital par l'arrière. Bon voilà, ce sont vraiment des projets que nous avons dans les mois qui viennent. L'Hydrion doit avancer. C'est aujourd'hui un très beau chantier que nous démarrons, un très beau chantier de biodiversité que nous développons au bloc Milan. C'est Anne Lamèche qui vraiment, avec toute l'énergie qui est la sienne, développe en tout cas ces projets-là. Et donc non, ce n'est pas la grande oubliée d'Arlon. Je crois que c'est même une des priorités que nous avons. On a parlé des charges d'urbanisme, j'ai expliqué tout à l'heure ce que c'était. Nous mettons en charge d'urbanisme à chaque fois qu'on le peut des aménagements autour des immeubles qui sont construits, où on veut mettre du verre, où on veut mettre des arbres. On rétrécit par exemple la largeur parfois des voiries pour y faire des trottoirs plus larges, on en a parlé tout à l'heure, pour y planter des arbres. Donc je m'inscris véritablement en faux. Je crois que la nature est n'est pas la grande oubliée de la ville, mais est celle à qui nous devons d'ailleurs beaucoup de respect. Ok, c'est très bien Vincent, on va essayer de faire plus court encore maintenant. Plus court encore, allez, on va essayer Mathieu. Voilà, donc on a 2 questions de propreté. Anne, excusez-moi. Donc je vais d'abord revenir juste, on parlait de la rue de la Bellevue, on a Daniel qui nous demande quel type de ralentisseur de trafic rue Bellevue à Frassem. C'est très simple, ce seront des chicanes, Daniel, qui seront installées avec un trottoir et un filet d'eau. Voilà. Et à la rue du Vallon, pour le moment, ce n'est pas prévu à ce niveau-là.
Mais donc pour la rue de la Bellevue, c'est bien clair, ce sont des chicanes. Les chicanes, comme on en a aussi à Bonnert Voilà. maintenant, et qui De le même type, ont leur utilité. de ce même type-là. Donc, Vincent, donc on a deux questions propreté que je vais rassembler. On demande comment convaincre des propriétaires de ramasser les déjections canines, euh, certainement aussi dans le centre-ville. Et Solange nous parle, peut-on parler de la propreté de la ville? Bon, oui, effectivement, c'était une question assez large, mais effectivement, certainement qu'on peut en parler. Voilà, je sais pas. Alors, oui. On devrait certainement faire un sujet plus étendu dans un prochain live là-dessus, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions qui peuvent venir sur ce sujet-là, mais je laisse peut-être dire Alors, le premier mais mot. pour les crottes, c'est pas les chiens qu'il faut punir, ce sont les maîtres. Hein. Donc, moi, je vois quand même beaucoup de gens qui baladent leurs chiens, qui malheureusement font des besoins tout à fait naturels et qui ont un sac en plastique avec eux, qui les ramassent et puis qui les jettent dans des poubelles par la suite. Je crois qu'on doit encourager les gens à agir de manière citoyenne. Je voyais dans le vieux quartier, il y avait même à un certain moment des gens qui avaient mis des panneaux à leurs fenêtres pour dire, s'il vous plaît, faites ramasser, enfin, ou ramassez les crottes de vos chiens. Il y a une éducation citoyenne à avoir. Nous, on peut mettre des canicrottes, on en a quelques-unes, on peut encore en mettre. On peut mettre des endroits où les chiens peuvent effectivement Distributeur de sachets, là. des distributeurs de sachets, des endroits où les chiens peuvent aller faire leurs besoins naturels. Tout ça, on peut le faire, mais ça serait efficace si le chien arrive jusque-là ou si le propriétaire du chien, évidemment, amène son chien à cet endroit-là. Et l'autre solution, ou parallèlement à ça, c'est évidemment des amendes. Alors, je ne sais pas combien est l'amende si jamais on tombe sur un propriétaire qui n'est pas attentif à ramasser les crottes de son chien, mais il faut peut-être augmenter la pénalité, encore faut-il tomber dessus, mais je peux tout à fait comprendre que c'est Ouais. vraiment désagréable, évidemment, de marcher dans une crotte de chien et que ça donne un sentiment vraiment pas agréable pour notre commune. Et donc on doit vraiment lutter contre ça. Mais si nos citoyens ont des bonnes idées pour ça, Oui, moi je oui, suis en tout cas preneur. on est Ah, preneur de beaucoup de bonnes idées, et notamment par rapport à la propreté, juste pour être un peu plus général, et je pense que ça mériterait d'en discuter beaucoup plus en détail dans un prochain live. On a eu une présentation de l'éco-conseiller sur toutes les nombreuses vidanges de poubelles qui sont faites dans la ville d'Arlon. Donc c'était assez effarant le nombre qui a été présenté ce jour-là, sur aussi la manière dont elles sont utilisées, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de travail qui est fait, mais ce n'est pas une question évidente, vraiment pas évident. Aussi notamment au niveau des immeubles appartements, de tout ce qui les poubelles, comme elles sont mises devant parfois, et que ce n'est pas si bien organisé que ça, à certains endroits mieux que d'autres, et on voit les problèmes qui se créent après. C'est toujours souvent à la ville, parfois à les nettoyer certains endroits encore après. Je voulais juste signaler qu'il y a un plan de propreté qui a été mis en place, mais qu'effectivement il y a beaucoup d'items d'action dedans. Un exemple concret, c'était les bulles à verre. Donc, les bulles à verre, on a mis des caméras près de certaines bulles à verre, ce qui a augmenté nettement la propreté près des bulles à verre. Donc, il faut parfois en arriver là, c'est bien triste, mais ça porte ses fruits. Donc, bon, voilà. Donc, c'est que quelque part, ce genre de choses, s'il n'y a pas de surveillance, s'il n'y a pas de sanction, il y a pas de solution à ce niveau-là. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Donc voilà. Donc ça, c'est pour. On a terminé nos oui, questions. je voudrais juste, au niveau de la propreté en ville, saluer le travail, parce que ça m'est souvent Très bien. rapporté, le travail exemplaire de la gestion centre-ville et de ses stewards urbains. Tous les jours, ils sont plusieurs, vous les voyez en rouge, c'est marqué gestion centre-ville derrière, ils sont, en tout cas dans notre centre-ville, en train de ramasser avec leurs pincettes ou avec leur appareil, là, leur aspirateur, je dirais, de ville, n'est plus le nom maintenant en tête, les mégots de cigarettes et tout ça. Et donc, ils font un travail exceptionnel, qui n'est pas facile, qui n'est pas agréable, mais ils le font. Et donc, je voudrais saluer aussi leur travail. Alors, rien n'est parfait parce que nos citoyens n'ont pas toujours tous la même vision de la propreté. On pourrait aussi
dire que les poubelles publiques ne sont pas faites pour mettre ces poubelles privées dedans. Et On voit aussi des citoyens qui on voit mettent souvent le cas. leurs poubelles dans un sac. Alors, on peut comprendre, ils ne doivent pas payer le sac, on le met dans la poubelle publique. Bon, c'est des choses qui ne doivent pas arriver parce que à ce moment-là, les poubelles publiques deviennent très vite pleines. Et quand elles sont pleines, ça déborde à côté et on a un sentiment évidemment de non-propreté de notre ville, ce qui est parfois malheureux. Mais en tout cas, c'est un super sujet. Et donc, pour tous ces sujets-là, n'hésitez en tout cas pas à nous envoyer des messages sur le Arlon 2030, sur n'importe quel canal avec les conseillers communaux, avec les échevins. On les prendra en considération. On essaiera de trouver ensemble les meilleures manières d'agir. On a encore, attends, donc Vincent, on arrive au bout, hein, on arrive au bout, hein, on a encore des nouvelles questions dans le chat, mais ça va devenir difficile de répondre à toutes, d'autant plus que j'en vois des très intéressantes, mais qui seront longues à répondre. On a une question de Quentin. Donc Quentin ne m'en voudra pas. On s'est rencontrés il y a quelque temps et Quentin, je vais un peu écourter sa question, pardon. Il lui parle des mises à ras de zones urbanisables, notamment pour la construction des maisons rue des Blindés et des Sablières, qui occasionnent des nuisances sonores provenant de la E411 et la N82. Quelles sont les initiatives de la ville en la matière? Donc là Attends, où on a, oui, donc c'est sans doute près de l'autoroute, tout ce qui oui. avait été retiré en végétation. Oui, donc ça je suppose que c'est sur le terrain d'Idélux. Voilà, C'est c'est ça. bon, ça, Idélux, et vous savez que nous avions marqué notre désapprobation par rapport à cette mise à blanc un peu rapide Très qui a été brutal. effectuée par Idélux après l'évacuation des zadistes. Je crois qu'on aurait pu encore et j'ai eu l'occasion de le dire, on a eu l'occasion de l'écrire, on aurait pu laisser encore ces arbres créer cet écran végétal naturel pendant quelques années, hein, parce que le dossier de construction de ce zoning artisanal n'est quand même pas encore pour demain. Donc voilà, nous, on ne sait pas aller replanter sur un terrain qui ne nous appartient pas. Et donc, je suis persuadé que lorsqu'il y aura des constructions qui seront à cet endroit-là, on entendra moins l'autoroute que ce qu'on l'entend pour l'instant, mais malheureusement, je n'ai pas vraiment de solution pour ça. Il y avait aussi les mises à blanc pour le 411 au niveau de la Maison Blanche, etc. Donc ça avait été aussi une question à la région wallonne, si je me souviens bien, et ça aussi, c'est pas évident de voir. Oui, ça c'est quoi? Tu veux parler de la sapinière à droite quand on Voilà, monte au Hirsenberg. c'est ça. Bon, là, il y avait aussi pas mal de sapins qui étaient atteints par la scolyte. Et donc, on sait que quand il y a de la scolyte, il faut directement couper les arbres malades, sinon ça se propage à d'autres. Et donc, voilà. Et puis, il y a aussi des exploitants forestiers dont on n'est pas évidemment les garants et qui exploitent également leur forêt, mais sans nous demander nécessairement notre avis. Ils n'ont d'ailleurs pas à nous demander. C'est ça. Donc, alors, je pense on va arriver au bout. On a une question intéressante sur la Spetz. Je propose qu'on fasse un prochain sujet sur le sport, quelque chose de bien concentré pour répondre bien dans les détails, parce que là, c'est une question trop intéressante que pour y répondre, on ne saura pas répondre à tout ce soir. On est vraiment désolé. On a Claude qui nous demandait aussi, donc je propose à Claude qu'on puisse, on sollicitera les chemins des travaux pour avoir une réponse plus circonstanciée sur sa question. Je pense que c'est intéressant. Voilà, donc on arrive au bout et on a une dernière question auquel on va peut-être prendre 2 minutes quand même pour répondre, dans la mesure de ce qu'on pourra répondre. Que va devenir l'hôpital quand celui de Houdmont sera en activité? Ça a été Oui, voilà la question courte qu'on a reçue, d'autres sur Vivalia. oui, Ça va être difficile d'expliquer tout en 2 minutes, mais je pense que c'est important de oui. donner sans doute un message succinct. Je voudrais vraiment que dans un prochain chat, on revienne sur ce sujet. Et vous savez que ça fait depuis des années, depuis 10 ans qu'on se bat pour notre hôpital. Pour faire simple, nous, on ne croit pas que cet hôpital qui va être construit à 10 ou 15 kilomètres d'Arlon a beaucoup de sens. Il valait beaucoup mieux investir dans la rénovation
de notre hôpital existant, probablement dans la rénovation de Marche, mais ça s'est fait aussi, et d'un hôpital du centre, que d'investir dans un nouvel hôpital à Oudemont. Et donc, c'était également une volonté apparemment du gouvernement wallon qui disait que il ne fallait plus aller maintenant construire de nouvelles constructions dans le terrain tels que ceux d'Oudemont, qu'il ne fallait plus reconstruire des bretelles d'autoroute ou des nouvelles routes, et c'est pourtant ce qu'ils vont faire aussi. C'est tellement simple que ce n'est pas seulement nous qui trouvons que c'est un mauvais endroit, mais c'est également le fonctionnaire délégué, c'est-à-dire quelqu'un qui dépend de la région wallonne, c'est le fonctionnaire technique, quelqu'un qui dépend de la région wallonne, et pourtant la région wallonne a donné le permis à ce projet que nous trouvons tout à fait inapproprié. Je ne vais pas revenir dans les détails, simplement en disant qu'avec d'autres, on estime que cet hôpital est tout à fait disproportionné, qu'aujourd'hui, qu'on a de plus en plus de soins, et on parlait des personnes seniors qui veulent rester à domicile, heureusement aujourd'hui que les opérations et les temps de passage à l'hôpital sont de plus en plus courts, eh bien, ça n'a pas de sens de construire un hôpital aussi grand, et c'est en tout cas l'avis de plusieurs spécialistes. Et malheureusement, pour répondre à la question qui nous est opposée, aujourd'hui, je ne sais pas répondre à la question de savoir ce que va devenir notre hôpital demain. On est en train de se battre avec Vivalia pour essayer de trouver un terrain d'entente à propos de ce sujet. Et je ne manquerai pas, nous ne manquerons pas, au niveau du collège et évidemment d'abord vis-à-vis du conseil communal, à faire état de l'avancement des négociations avec Vivalia. Mais aujourd'hui, je ne sais pas encore dire ce que ça sera demain, mais on se bat en tout cas pour qu'on ait un maximum de choses qui puissent encore se faire à l'hôpital d'Arlon, et il faut que le paradigme change un peu, c'est-à-dire il faut un maximum de choses dans nos hôpitaux régionaux, je dirais, et ce qu'on ne sait vraiment pas faire chez nous, eh bien, on pourrait le faire à ce moment-là à Oudemont, parce que je suis tout à fait conscient, et on est quand même d'abord et avant tout soucieux du bien-être et de la santé des gens, qu'il y a des choses, du matériel qu'on va pouvoir obtenir lorsqu'on sera regroupé à un endroit bien précis, et que ça pourra être quelque chose de positif. Mais par contre, il ne faut pas regrouper là l'ensemble des services médicaux. On doit avoir, par exemple, de la revalidation hospitalière à Arlon, ça me semble absolument nécessaire, mais on vous tiendra en tout cas au courant de la manière dont les choses évoluent. Voilà, juste pour rajouter un mot là-dessus, c'est qu'on a eu, il y a eu une assemblée générale de Vivalia en décembre, ou de mémoire d'intercommunal, certainement en province de Luxembourg et de Vivalia en particulier. Il n'y a jamais eu un vote négatif des associés, tant sur le budget que le plan stratégique. C'est dire en fait si la vision présentée par l'intercommunal Vivalia à l'ensemble des associés n'est pas claire, n'est pas partagée par tous. C'est au moins le minimum qu'on puisse dire. Et s'agissant de l'hôpital d'Arlon et de devenir qui en effet, alors on apprend des choses par la presse quelquefois, hein, donc la presse fait bien son travail, donc elle est souvent bien informée, mais c'est pas possible d'entendre dire qu'on va effacer un hôpital comme ça de la carte et le déplacer, mettre peut-être 3 millions d'euros pour aller mettre une maison médicale ailleurs à la Drève de l'Arc-en-Ciel, d'apprendre des choses comme ça, c'est pas possible. Donc ça, on peut pas se résoudre à cela. Il semble qu'il y ait des marches en arrière qui soient peut-être possibles à ce niveau-là, mais moi, nous, en tout cas, à l'Assemblée générale, on ne peut pas se contenter de réponses pareilles. On ne valait pas d'un revers de la main ce genre d'institution, ce genre de bâtiment dans notre ville d'Arlon et l'importance que ça a tout autour. Donc voilà, ça, c'est des choses que, pour le moment, il y a on n'a pas toutes les informations en main non plus, et c'est difficile d'avoir ces informations-là, en tout cas accessibles en Assemblée générale. Ça, je peux en témoigner, vu les nombreuses questions qu'on leur pose. Voilà, je ne sais pas si on a répondu à un maximum de questions. Il y a plusieurs choses qui se dégagent du chat, c'est qu'il y a beaucoup de questions de mobilité et de travaux. Beaucoup de gens sont intéressés comment faire pour améliorer la mobilité dans leur rue, la sécurité, etc. C'est bien normal. La sécurité en centre-ville est un sujet important. La propreté, on n'a pas pu aller dans tous les détails, mais on se proposera de revenir dans un thème plus propreté à ce sujet-là.
Le sport, on a eu une question de sport où voilà, on va se proposer aussi d'aller plus en détail dans le sport dans un prochain chat. Voilà, on vous remercie on remercie Ben oui, on spectateurs remercie pour, nos spectateurs pour cette première. Hein. pour cette première. Je pense qu'on a voulu ça très relax et vous nous direz si c'est un succès ou pas. Et je remercie évidemment les quatre qui sont devant nous. Parce que sans eux, c'est pas possible, quoi. Donc, Et on peut aussi remercier Paul Fogan de nous voilà, avoir Paul accueillis Foggen, dans qui est notre sa hôte du maison. jour, Paul et Sylvia qui nous accueillent à la rue des Haies, qui a quelques nids de poules.